Yaorana Kaohanui et bienvenue dans Manava. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui reste souvent tabou, mais qui est crucial pour la santé et le bien-être, les menstruations et l'hygiène menstruelle. Pour en discuter, Sabrina Chanteau, médecin à la direction de la santé, Sandrine Salmon, membre de l'UFO, l'Union des femmes francophones d'Océanie et responsable du projet Changeons les règles, Yarana. Caroline Galasso, infirmière scolaire au collège de Taravao. Yawaranari. Et enfin, Timéry Kessan, patiente, porteuse d'endométriose et chef d'entreprise. Bonjour Harry. Alors, on va commencer avec Sabrina. Les femmes savent de quoi on parle, mais pour faire une petite piqûre de rappel, est-ce que tu peux rappeler à nos amis les hommes ce que c'est les menstruations? Oui, alors les menstruations ou les règles, en parlant plus couramment, il s'agit en fait d'un écoulement de sang par le vagin de la femme. Donc cet écoulement correspond à un décollement en fait qui s'opère tous les mois chez les jeunes filles et les femmes, un décollement de la membrane à l'intérieur de l'utérus parce qu'il n'y a pas eu d'ovulation, il n'y a pas de grossesse. Donc tous les mois, à partir de la puberté jusqu'à l'âge de la ménopause, les jeunes filles et les femmes vont effectivement avoir leurs règles. Alors, on parle de cycle. Qu'est-ce que c'est? Le cycle, en fait, il s'agit de quelque chose qui se répète. Donc, les règles sont incluses dans un cycle avec effectivement, généralement, un cycle dure entre 21 et 35 jours. Il est variable selon la femme. Et les règles surviennent une fois pendant le cycle. Et les règles durent en général entre 3 et 7 jours. Timéry, est-ce que tu te sentais informée lorsque tu étais plus jeune, lors de tes premières règles? Et qu'est-ce que tu savais sur les règles? Alors, d'aussi loin que je me souvienne, on avait eu des cours d'SVT au collège sur les menstruations. Mais après, il n'y avait pas de discussion vraiment ouverte vis-à-vis de nos proches. C'est plus le partage d'informations, d'expériences entre copines qui a fait que on a réalisé ce que c'est l'importance des règles et qu'est-ce que ça fait sur notre corps. Caroline, est-ce que c'est ça? Les jeunes parlent entre eux. Quelle est la réaction des jeunes en général lorsque tu abordes le sujet des règles et de l'hygiène menstruelle? Je dirais que ça dépend de la situation. En fait, je vais pouvoir avoir l'occasion d'aborder les règles dans différents moments de mon exercice d'infirmière scolaire. Donc, j'ai des jeunes qui viennent me voir en consultation individuelle. Là, elles ont un besoin. Donc, soit elles sont douloureuses, soit elles souhaitent avoir une protection hygiénique. Dans ces cas-là, elles sont assez à l'aise pour m'en parler. Je l'évoque également lors des dépistages infirmiers des 6e. Donc, je vois tous les élèves de 6e en dépistage pendant une durée de 30 minutes environ. À ce moment-là, j'ai l'occasion d'aborder les règles. Là, de la même façon, il n'y a pas de gêne. Et également, lors de l'éducation à la vie affective et sexuelle, qu'on fait aux différents niveaux de classe au collège, particulièrement de façon plus complète auprès des 4e. Là, on est en groupe mixte, donc c'est vrai que j'ai un peu plus de réactions, notamment de la part des garçons, qui sont surpris de découvrir cette douleur notamment. Donc voilà, ça va différer, mais il y a quand même plus d'informations que par le passé. Donc les jeunes filles sont plus éduquées. Elles ne savent pas physiologiquement ce qu'a expliqué Sabrina. Il faut que je leur explique presque à chaque fois. Toutefois, elles savent que le sang s'écoule, les protections hygiéniques, les douleurs, tout ça, elles sont plutôt informées. Et ça tombe bien, on va en parler un peu plus en détail et donner toutes les informations nécessaires. Mais avant, on termine notre tour de table avec Sandrine. Et quel est ton constat en tant que représentante d'association de l'UFO sur le tabou des règles et des menstruations? Mais le constat, c'est qu'on a mis en place un programme qui s'appelle Changeons les règles depuis au moins 3 ans. Et on propose des distributeurs de serviettes hygiéniques gratuits avec des serviettes dans les collèges, les internats, les lycées, les maisons de quartier. Et on se rend compte qu'il y a toujours quand même un tabou autour des règles et qu'il y a une vraie précarité. Précarité, c'est tout simplement le fait qu'on n'est plus en capacité de pouvoir mettre ça dans le budget de la famille et qu'on va manquer de produits d'hygiène. Donc le constat, c'est qu'il faut être présent et aider ces jeunes filles et développer aussi ça dans le monde de la vie professionnelle pour qu'on aide aussi les femmes.
Eh ben justement, on y reviendra et justement, on va rentrer dans les détails. Sabrina, les règles peuvent-elles être régulières, irrégulières, pardon? Oui, effectivement, j'ai parlé de cycle tout à l'heure, Mhm. mais les règles peuvent être irrégulières néanmoins, surtout au début de l'adolescence, hein, lorsque les jeunes filles entrent en puberté et ont leurs premières règles. Pendant 1 à 2 ans, il est normal, entre guillemets, que les règles soient un petit peu irrégulières. Et parfois, il y a si cette irrégularité se poursuit, il peut y avoir effectivement des problématiques associées, des maladies associées qui nécessitent une consultation, un avis médical. Justement, à partir de quand est-ce qu'on peut savoir si elles sont anormales ou pas? Alors après, il y a plusieurs effectivement signes, hein, qui doivent alerter. Déjà, si les règles n'arrivent pas du tout après l'âge de 16 ans, donc là aussi, il faut consulter. Si les règles ont démarré et puis s'arrêtent pendant plus de 3 mois, par exemple, il faut consulter. Et même avant 3 mois, d'ailleurs, en l'absence de règles, si on a une vie sexuelle, il faut quand même penser à faire un test de grossesse. Ensuite, il y a d'autres aussi situations qui vont être évoquées sur le plateau, notamment les règles douloureuses, hein, Mhm. très douloureuses. Il n'est pas normal, effectivement, qu'une femme ou qu'une jeune fille soit empêchée à cause des règles d'avoir des activités qu'elle avait habituellement. Donc, ces règles douloureuses nécessitent une consultation médicale. Et les règles aussi qui sont trop abondantes, hein, en général, moi, comme jauge, je dis que généralement, il ne faut pas utiliser plus de 20 garnitures par mois, hein. Si on doit dépasser, acheter 2 paquets de garnitures en général, c'est que les règles sont trop abondantes. D'accord. Et donc, il faut systématiquement consulter si jamais il y a quelque chose qui est anormal. Exact. On vient un petit peu d'en parler avec toi. Caroline, les règles sont forcément douloureuses. Comment faire pour gérer ces douleurs? Donc non, les douleurs sont pas forcément douloureuses. En fait, le cycle menstruel est très personnel, ça dépend beaucoup d'une femme à l'autre. C'est vrai que physiologiquement, le fait que le muscle de l'utérus va se contracter pour faire sortir ce mucus, ces règles, eh bien, ça crée une douleur et après on est plus ou moins réceptif à ces crampes. Je dirais qu'il y a plusieurs solutions et moi en tout cas, quand une élève vient me voir, alors déjà j'ai envie de dire au collège, il y a beaucoup de jeunes filles qui arrivent en me disant je suis malade ou j'ai la maladie. Donc en fait, il y a cette notion de pour elles être malade. Donc je leur dis toujours que ce n'est pas une maladie d'avoir ces règles, que voilà, ça va être un cycle qui va se passer toute leur vie, qu'on peut continuer à faire du sport, etc. Euh, mais au niveau des douleurs, eh bien, si la jeune fille veut vite retourner en cours, alors dans ces cas-là, je vais lui proposer de prendre 2 Spasfon pour que ce soit assez rapide. Sinon, je peux la garder avec moi l'alitée, mettre une source chaude, une Une bouillotte, petite bouillotte, sur par ton exemple. ventre, voilà. Et je propose également de la relaxation, des exercices respiratoires. Et puis, j'ai une méthode assez efficace contre les rides, Contre les règles. les règles, qui s'appelle le papillon couché. Alors, En en quoi ça fait, consiste? ouais, quand la jeune fille est allongée, et en fait, je vais lui proposer de remonter ses jambes et d'écarter ses jambes sur le côté, repliées. Et cette position, en fait, soulage énormément le bas-ventre de ces douleurs pelviennes. Timéry, quand on parle de règles douloureuses, ça doit te parler parce que tu es atteinte d'endométriose. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, l'endométriose, c'est une maladie chronique, donc sur le long terme. C'est lorsque des fragments de l'endomètre migrent vers l'extérieur de l'utérus et vont parfois se coller vers des organes voisines. Donc, alors, en fait, l'endomètre, pour rappel, c'est juste les parois intérieures de l'utérus Mhm. et c'est là où se déroule la grossesse. Donc, comme ils ont ces fragments ont les mêmes fonctionnements que l'endomètre, donc elles vont se développer et vont saigner. Donc, ce sont les règles. Et c'est ce qui provoque de l'inflammation au niveau des organes et aussi, ça provoque de fortes douleurs. Il y a certaines femmes qui les comparent à des contractions d'accouchement. D'accord. Et comment est-ce que tu as eu ce diagnostic? Comment est-ce que tu as su que tu avais l'endométriose? Alors, c'est une très longue histoire, hein, mais pour raccourcir, c'était il y a 4 ans, en pleine période de Covid. J'ai eu ma première crise
Et donc du coup, j'étais prise de douleurs atroces et soudain. Je commençais à paniquer parce que je ne savais pas qu'est-ce qui s'était passé. Et donc le lendemain matin, enfin c'était un soir, hein, et le lendemain matin, pensant qu'il y avait un lien avec le vaccin, parce que je m'étais fait vacciner quelques jours auparavant, les médecins en charge du vaccin m'ont rassuré que c'était normal, enfin que ça pouvait causer des perturbations dans les règles, Mhm. mais qu'il fallait surveiller cela, si cela se reproduisait. Donc, du coup, ben, c'est le mois suivant, j'ai eu une deuxième crise, hein. Et là, c'était plus supportable. Donc, j'ai contacté ma gynécologue en insistant bien sur les douleurs, mais celle-ci m'a répondu que c'était normal d'avoir des règles douloureuses, hein, parfois, m'a prescrit des calmants. Or, le mois suivant, rebelote, ça n'a pas du tout fonctionné les médicaments, donc je la revois. Et cette fois-ci, c'était une remplaçante qui m'a diagnostiqué un kyste de 6 centimètres sur l'ovaire gauche. Donc, elle m'a redirigée vers une clinique où j'ai subi une opération pour la première fois. Et c'est que lors de l'opération par célioscopie qu'ils ont diagnostiqué l'endométriose. Sabrina, comme on vient de l'entendre, c'est compliqué de gérer ce genre de situation, de diagnostiquer ce genre de situation. Alors, c'est vrai que l'histoire de Timéry est assez particulière, hein, mais c'est vrai qu'en général, rien qu'une histoire douloureuse, hein, au moment des règles peut faire évoquer le diagnostic d'endométriose. Et on n'est pas forcément obligé d'aller jusqu'à des gestes invasifs comme une célioscopie. Parfois, avec une échographie, on peut déceler, visualiser des lésions en rapport, des images en rapport avec l'endométriose, ou même à l'IRM aussi, hein, sont des examens qui ne sont pas invasifs. Alors, comme tu l'as dit, hein, le cas de Timéry est assez spécial. Du coup, on va revenir sur les règles et l'hygiène menstruelle et on va tordre le cou aux idées reçues. Déjà, les règles, c'est sale, Sabrina. Alors les règles, non, c'est quelque chose de physiologique, comme je l'ai expliqué. Au contraire, elles témoignent effectivement de l'évolution naturelle dans la vie d'une femme, avec justement à l'apparition des règles, la puberté, ça signe la fécondité et la possibilité d'avoir des enfants plus tard. Donc au contraire, ça fait partie de la vie de la femme. Et ça doit être effectivement bien connu, ça doit être transmis dans les familles aussi pour que les jeunes filles soient informées de ce qui va leur arriver. Alors, Sandrine, une autre idée reçue, les menstruations, c'est personnel, il ne faut pas en parler. Eh bien oui, c'est tabou, et puis ça ne se partage pas, ça ne se communique pas. Mhm. C'est absolument impossible d'avoir ce discours parce qu'en fait, c'est tout le contraire. Sabrina vient d'en parler. C'est quelque part potentiellement la possibilité de donner la vie. Donc c'est plutôt quelque chose à valoriser. Cette jeune femme démarre sa vie de femme qui va durer plus de 35 ans, 38 ans peut-être. Et tous ces mois, toutes ces années, elle aura ses règles. Donc tout à l'heure, j'entendais, c'est vrai, quoi, c'est sale, ou alors on a une maladie. Parce que effectivement, pour le tahitien, quand on le dit en tahitien, on a l'impression que c'est une maladie. Mhm. Pas du tout, c'est pas une maladie, c'est effectivement normal, c'est biologique. Par contre, il faut absolument sensibiliser les jeunes filles et les jeunes Et les jeunes garçons hommes. et les parents et toute notre société sur le fait qu'il faut accompagner ces jeunes filles, ces femmes dans ces difficultés. Il faut se rendre compte de ce que c'est parce que ce n'est pas facile du tout et que dans notre société, notre communauté polynésienne, on sache l'accompagner. Et c'est pour sensibiliser hein, qu'on a fait cette émission. On continue avec les idées reçues. Caroline, on ne peut pas avoir de rapport pendant les règles. Bien sûr qu'on peut avoir des rapports sexuels pendant les règles. Ce n'est pas du tout contre-indiqué. Mhm. On peut faire du sport pendant les règles. On peut mener ses activités quotidiennes Vivre de normalement. façon tout à fait normale. Mais par contre, on ne peut pas tomber enceinte pendant les règles. C'est une idée reçue. C'est une idée reçue, effectivement. En fait, on peut ovuler et saigner en même temps. On peut se tromper, penser que on a ces règles alors qu'en fait on a des pertes sanguines qui ne sont pas liées. On va dire que les règles ne sont pas une contraception. D'accord. Donc, Comme ça, au moins, c'est dit. Ça, c'est fait. exactement. Il faut se protéger. Sabrina, si on met un tampon, on peut perdre sa virginité.
Alors c'est vrai que pour les jeunes filles, on conseille effectivement des protections qui sont pas internes, hein. On conseille plutôt les serviettes jetables ou même les serviettes réutilisables plutôt que les protections internes. Alors, on vient de... Oui, tu veux réagir, Caroline, pardon. Oui, j'ai juste envie de dire qu'en fait, les tampons sont pas du tout rentrés dans les mœurs en Polynésie française. Il y a très peu de jeunes filles. Moi, en fait, là, il faut savoir que je suis infirmière depuis 2 ans seulement. J'ai fait une année au lycée l'année dernière et une année au collège cette année. Donc, on va dire que j'ai une petite expérience, mais une expérience globale qui va de 11 ans à 20 ans. Et en fait, ça ne m'est arrivé qu'à 2 reprises qu'on me demande des tampons. Et la deuxième fois, j'ai même aidé la jeune fille à les mettre. Elle ne savait pas comment faire. Et voilà, et ça s'est très bien passé. Elle était ravie, mais c'est très peu utilisé. Et il y a d'autres protections hygiéniques, on y reviendra tout de suite, juste avant, avec Sandrine, on vient de parler de protection hygiénique. Est-ce que tu peux nous parler du projet Changeant les règles que tu as déjà évoqué un petit peu au début d'émission? Oui, en fait, ça date du Covid pour moi, où je me suis sensibilisée à la précarité hygiénique à travers le monde et je me suis dit, est-ce que ça existe en Polynésie? Bah, bien sûr que ça existe en Polynésie, puisque tous les personnels des établissements scolaires, infirmières scolaires, tout le monde, toute la communauté est revenue en me disant, bien évidemment que nos Polynésiennes aussi, elles connaissent cette situation difficile. Et donc, on a mis en place un programme avec l'Union des femmes francophones d'Océanie, une très belle association de femmes. Et la première année, on a équipé 2 collèges. La deuxième année, on en a équipé 5 autres. Et la troisième année, on a essayé d'amener aussi ça dans les lycées, dans les internats, dans les maisons de quartier. Donc, l'objectif, c'est de lutter contre cette précarité et puis que parler des règles, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, ce soit plus une difficulté. Ça représente plus de 10 000 jeunes filles accompagnées sur 3 ans, plus de 30 000 serviettes distribuées. Et on a peut-être encore la possibilité d'aider de nouveaux établissements ou structures qui peuvent nous contacter. Et c'est important comment dire, d'avoir du soutien dans ce genre de projet, d'être accompagné. Alors effectivement, au tout début, on a eu un mécène qui nous a accompagnés à 100% la première année. Et l'année suivante, on a fait appel à la DSFE, la solidarité. On est allé rencontrer aussi la DG2E. On a rencontré la direction de la santé. Donc, on a des partenaires institutionnels, on a une entreprise mécène, on a la fondation Anna Veil qui nous avait aussi aidé pour équiper le lycée de la Presqu'île. C'est une histoire de partenariat, on ne fait jamais rien seul. Et plus on est nombreux à parler, échanger du sujet comme aujourd'hui, et plus on va agir. Alors, on vient de parler des protections hygiéniques. On va justement rentrer dans les détails. Quelles sont les autres protections hygiéniques disponibles aujourd'hui? Il y en a de nombreuses. Tu as la cup, il y a aussi la serviette réutilisable. L'UFO propose des ateliers pour apprendre à faire des serviettes réutilisables. Il y a aussi des culottes. Il y a, on a parlé des tampons. Il y a beaucoup de possibilités. Maintenant, il y a de la difficulté parce que quand on va sur le terrain, quand on rencontre les jeunes filles ou les jeunes femmes, il y a des moyens pour elles qui sont beaucoup moins faciles à utiliser parce qu'il n'y a pas accès à un point d'eau. Très simplement. À quoi peut servir ce point d'eau? Ce point d'eau, très simplement, si tu as une cup, il y a une question d'hygiène et de possibilité de se laver. Alors, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est une cup? Je vais me mettre à la place des hommes. Je ne sais pas ce que c'est une cup, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? Alors, une cup, ça va te permettre tu vas l'introduire à l'intérieur et puis ça va te permettre de prendre le flux sanguin, mais alors pareil, qu'est-ce que c'est d'avoir des règles normales ou pas normales? On peut avoir des règles qui sont aussi très abondantes, très fluides, et ça va faire que des moyens comme la cup vont pas forcément être adaptés. Parce que derrière, si on met une cup et qu'on met des serviettes et qu'on met d'autres choses parce qu'on a la peur de se retrouver avec la culotte tachée, c'est sûr que ça va être difficile. En fait, je dirais même que tout ce qu'on peut utiliser pour l'hygiène et pour les règles nécessite le fait d'avoir accès à un point d'eau en toute dignité dans les établissements scolaires, dans le monde du professionnel, dans plein d'endroits, parce que quand on va devoir se changer, il y a cette difficulté de pouvoir se nettoyer ce qui nous protège. C'est pour ça que des choses qui sont réutilisables en journée,
pour les jeunes filles, c'est pas adapté parce que si on prend une culotte réutilisable, si on en change pendant la journée, où on va mettre celle qui est usagée, on va l'enfermer dans un petit sac et on va garder ça dans son sac d'école, je crois pas. Donc il y a des freins. Il faut bien se poser les questions. Qu'est-ce qui est le plus adapté et pour quel moment? Peut-être la nuit, peut-être le week-end. On peut imaginer plusieurs possibilités qui vont convenir parce que le fait d'être réutilisable, c'est pareil, c'est faire une économie au niveau du budget de la famille, de se dire que si on prend des choses réutilisables, ça va soulager. Ce que tu viens de dire fait partie du débat qu'il y a autour du congé menstruel. Timeri, quel est ton regard sur ce débat? Je trouve que c'est une belle initiative, surtout si c'est en rapport avec des maladies gynécologiques, comme l'endométriose. Par exemple, par rapport à mon cas, j'ai dû passer par plusieurs médecins différents et donc aller voir, faire plusieurs consultations. Et le fait que il y a certains médecins qui ne peuvent, enfin, qui peuvent ne pas être suffisamment informés sur l'endométriose. Donc je trouve que c'est une belle initiative. Et surtout pour les femmes, il y a beaucoup de mythes ou de fausses idées sur la maladie. Par exemple, on pense que la maladie est rare, or ça touche apparemment une femme sur 10 quand même, donc elle est assez présente dans la population. Et voilà, donc je trouve que c'est pas mal. Après, c'est bien aussi pour elles parce qu'elles se sentiront plus informées, plus aussi soutenues, écoutées et comprises, hein. Et justement, pour compléter un petit peu ta réponse, Sabrina, ce débat sur le congé menstruel qui est ouvert en France et par rapport aux règles douloureuses, c'est une reconnaissance des difficultés des femmes? Oui, quelque part, il y a de réels enjeux hein, en santé de la femme, avec un impact aussi sur la société, sur la vie professionnelle, hein. Donc, c'est un débat qui mérite effectivement d'être soulevé. Ouais. Sabrina, une dernière question pour aller au bout du processus. Jusqu'à quel âge les femmes ont leurs règles? Et on parle de la ménopause. Que faire si on est encore jeune et qu'on a une absence de règles? Alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que donc l'absence de règles, alors qu'on a déjà eu des règles qui ont démarré, ça s'appelle effectivement l'aménorrhée. Mhm. Donc là, ça doit faire effectivement évoquer une grossesse si on a eu des activités sexuelles. Ou sinon, ça peut évoquer effectivement d'autres pathologies et nécessiter du coup une consultation médicale. Donc, en dehors de ces situations-là, physiologiquement, c'est-à-dire dans l'histoire naturelle de la femme, hein, des femmes, les règles vont s'arrêter après une période de 30 à 35 ans, 38 ans, aux alentours donc de l'âge de entre 45 et 55 ans en général, hein. Et donc là où cette période-là où les règles vont s'arrêter, ça s'appelle la périménopause, la préménopause, jusqu'à l'arrêt vraiment définitif des règles qui s'appelle la ménopause. Et on parle aussi de choc toxique. Qu'est-ce que c'est? Alors là, là, on revient justement en rapport avec les protections liées aux règles qu'on utilise, et notamment les protections internes qui sont du coup qui vont récolter le sang et le sang va stagner, on va dire, dans le vagin de la femme. Et le risque, c'est que lorsque le sang stagne trop longtemps, au-delà de 6 heures, il y a un risque effectivement que des bactéries se développent et fabriquent des toxines qui peuvent diffuser dans tout le corps, et c'est des situations qui peuvent même être mortelles. Donc le conseil qu'on doit marteler auprès des jeunes filles et des femmes, c'est que les serviettes, enfin pas les serviettes, mais les protections internes, telles tampons, cup, doivent être retirées et ne pas être gardées plus de 6 heures. Caroline, les jeunes filles ont ont des questions, des préoccupations particulières concernant les menstruations et l'hygiène. Comment est-ce qu'elles peuvent se renseigner? Alors, auprès de l'infirmière scolaire notamment, dans les dispensaires. En fait, une jeune fille voit très rarement un gynécologue avant d'avoir eu ses premiers rapports sexuels. En tout cas, c'est ce qu'on recommande. Nous, ce qu'on explique, en fait, c'est que cette sphère intime est un écosystème très fragile et que du coup, il suffit de le nettoyer en externe avec de l'eau, sans savon.
Ne pas nettoyer l'intérieur, hein, ce qu'on appelle les douches vaginales, parce que ça peut vraiment déstabiliser cet écosystème. On explique également effectivement le nombre d'heures, qu'effectivement on doit changer la protection hygiénique toutes les 2 à 6 heures. Dans les infirmeries, il y a des salles d'eau, donc les jeunes filles peuvent venir se nettoyer. J'ai des gants à usage unique très doux qui sont disponibles, voilà. Et puis, je tiens à signaler également que le collège de Taravao bénéficie d'une dotation de serviettes hygiéniques depuis quelques mois. Et c'est très important pour nous. Déjà, ça me permet d'économiser sur mon petit budget infirmier. Et d'autre part, en fait, ils sont conditionnés par 2. Et ça nous permet, et puis ça permet juste aux jeunes, sans même qu'on leur explique, de comprendre qu'il faut les changer plusieurs fois dans la journée, ce qui n'est pas une évidence. Alors pour compléter la réponse sur se renseigner, où se renseigner, il y a différents sites et pages Facebook pour cela. Il y a le site par exemple de la direction de la santé, service-public/DSP. Il y a aussi le site de l'UFO Polynésie, UFFO Polynésie sur Facebook. Et enfin le Facebook de Endo Polynésie pour l'endométriose. Briser le tabou et encourager des conversations ouvertes sur ce sujet, c'est essentiel pour la santé et le bien-être des femmes. Merci à toutes d'avoir répondu à mes questions. Merci. Et faitoito à toutes. C'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve demain à 17h15. En attendant, voici votre V à votre journal en tahitien. Bonne soirée sur TNTV. Maururi totato farerir a trahoma parhean.